si on ouvrait la fenêtre en grand? Bienvenue, merci d'être à l'écoute. Vous avez rendez-vous avec votre podcast Ouvrons la fenêtre. Je suis Sophie Noailles, journaliste, et je souhaite continuer à donner la parole dans un monde où tout se vaut pour y voir un peu plus clair et puis comprendre. Je vous invite donc au fil de mes émissions à ouvrir ensemble nos fenêtres grâce à des tranches de vie qui font sens, des livres et leurs auteurs, des personnalités qui nous emmènent par les chemins de traverse pour nous aider à élargir nos horizons et nourrir notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. On dit d'elle qu'elle sculpte la lumière. Travailler la matière pour faire advenir la lumière, telle est effectivement la motivation de Fleur Nabert, artiste renommée, sculptrice. La création est un besoin vital pour Fleur, autant que l'acte de respirer. Rien ne l'arrête, ou presque, depuis son adolescence, entre les sculptures monumentales, pour les plus grandes basiliques, aux plus petits bijoux. Création née du premier confinement, la liberté créatrice est salvatrice pour cette femme de grand talent. L'artiste touché par la grâce nous invite à nous élever vers le beau et le bien, et à quelques jours de Noël, laissons-nous conduire vers la petite flamme qui brille dans la nuit, avec Fleur Nabert au micro de Ouvrons la fenêtre cette semaine. Fleur, bonjour. Bonjour. C'est extraordinaire, cet endroit où je me trouve actuellement, baigné de lumière. On voit le ciel, on voit les nuages, on voit de la verdure, des petits oiseaux. C'est quoi cet endroit, Fleur? C'est mon atelier. J'avoue que j'ai beaucoup de chance. J'ai une bulle dans le ciel, une bulle de verre dans le ciel. Voilà, j'ai sur le toit d'un immeuble, en fait, une véranda qui me sert d'atelier et qui, c'est vrai, me laisse 4 murs sur 4 en verre. Et donc, avec la capacité de voir la lumière du jour chaque matin, chaque soir. C'est un endroit dont je suis follement éprise. Follement éprise, et ça se comprend parce que pour un artiste, la lumière, c'est essentiel. Ah oui, et puis je l'ai appris ici plus que jamais dans ma vie. C'est-à-dire que vraiment, ça a changé mon rapport même au monde. C'est-à-dire que je ne regarde plus les journées de la même façon. Chaque journée a une lumière particulière, une couleur particulière. J'apprends à les aimer toutes. Alors évidemment, dès qu'il y a quelques rayons de soleil, c'est absolument magique. Mais vraiment, j'ai vu des ciels ici, j'ai vu des couleurs, j'ai vu des aubes incroyables. Enfin, cet endroit m'apprend à aimer encore mieux la vie, je crois. Entre le végétal qui se trouve là, autour de l'atelier, et puis cette espèce de skyline de la Défense qu'on aperçoit, qui peut être aussi une source d'inspiration. Alors, j'ai la main verte, j'aime les plantes passionnément, et en effet, l'atelier a vue sur la Défense, qui est un endroit que j'aime beaucoup, j'ai travaillé d'ailleurs. Et pour moi, la Défense, c'est une grande sculpture, en fait. Donc, en effet, je me régale de ce mélange de naturel et d'humain. Souvent, au soleil couchant, le soleil se couche juste sur la Défense. Ça donne de belles images. Alors, comment réagit l'artiste en ce moment à ces confinements, reconfinements, parce que c'est vrai que cette privation de liberté, de rencontrer, même si on a la chance d'avoir cet atelier-là, on a un peu les ailes coupées. Alors, si j'ai une réponse particulière, je crois, à ça. Alors, les ailes coupées, non, puisque je dois au premier confinement d'avoir commencé une toute nouvelle activité. Vraiment, c'est nécessité fait loi, c'est-à-dire qu'au premier confinement, moi, j'ai réagi petit doigt sur la couture, je me suis confinée de façon absolument stricte et j'ai été la seule personne de mon foyer qui est sortie pour faire les courses nécessaires. Donc c'était un confinement absolu. Mais il se trouve que j'avais vraiment besoin de créer et j'ai 3 petites filles de 6, 5 et 1 an. Je faisais l'école à la maison et mon mari, lui, travaillait dehors. Donc j'étais seule avec les enfants, ce qui est super, mais ce qui ne porte pas à la création ni à la concentration, ni à la méditation, ni voilà. Donc, en plus, tous mes ateliers étaient fermés. Mes ateliers de bronze, de métal, mon maître verrier, enfin, tous mes chantiers arrêtés. Alors, on s'adapte dans ces cas-là? On s'adapte. C'est surtout chez moi, là, je crois que créer est vraiment un besoin vital, autant que de respirer. Enfin, on n'empêche pas un oiseau de chanter. Et d'un coup, il a fallu que je trouve un moyen de chanter autrement. Et je me suis mise à créer des bijoux en me disant, eh bien, je suis toute seule dans mon atelier. Il faut que je crée quelque chose en circuit fermé qui ne me fasse travailler avec aucun artisan extérieur, vu que je ne peux plus les atteindre. Et la chance a voulu que j'ai eu une partie de cette intuition un peu avant le confinement et que j'ai fait venir des matériaux juste avant. Et que d'un coup, j'ai pu réaliser ces bijoux. Donc, j'ai fait des prototypes pendant tout le confinement à l'aube comme une folle. Et puis le 5 avril, j'ai lancé un site internet, ce que je n'avais jamais fait de ma vie, un e-shop,
Une vitrine, Voilà. en ligne. Et il y a eu des commandes le jour même, 10 minutes après, alors que je disais très clairement, je ne peux pas envoyer. Là, il n'y a pas de poste, je ne peux rien faire. Et ça n'a pas du tout arrêté les gens. Non, avec cette belle ligne de bijoux. Voilà. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que donc moi, je suis quand même spécialiste de grands aménagements. Je fais des bronzes monumentaux, je fais des vitraux monumentaux, je fais des gros de bébés. Sacrés, d'églises, de chapelles. Voilà, je fais des grands volumes, en gros. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée à travailler dans un moule de bijoux qui faisait 3 cm au plus grand. Bon, et bien en fait, c'est extraordinaire, mais c'est exactement la même liberté créatrice. C'est-à-dire que même dans un médaillon de 2,5 cm, eh ben, j'avais la même liberté de faire, la même liberté de dire, la même liberté d'inventer. Et ça m'a sauvée, littéralement, mentalement. Parce que voilà, ma capacité créatrice à trouver... c'est comme un torrent, si vous voulez. Il faut qu'il trouve un endroit où s'écouler. Et donc, il a pu s'écouler comme ça. Aujourd'hui, mes chantiers sont encore ralentis, encore impactés par le Covid, évidemment. Et les bijoux, eux, grandissent. J'ai plein de demandes en France et jusqu'aux États-Unis. Voilà, donc j'ai dû m'adapter. Ça s'est adapté tout seul. Voilà, moi, donc le premier confinement n'est au fond... C'est un souvenir dur, mais d'un point de vue purement créatif, c'était plutôt une occasion de croissance. La contrainte a été source de créativité. Absolument. À mon grand étonnement. Comme mais quoi. après, bon, voilà, moi, j'ai vraiment besoin de créer et j'ai eu besoin de trouver une voie. Alors après, j'ai dû travailler très très tôt le matin avant que toute la maisonnée ne se réveille. Donc j'avais encore un tout petit bébé à allaiter à ce moment-là. Donc après l'allaitement de 4-5 heures du matin, je me levais. Donc en fait, il faisait nuit noire dans l'atelier où nous sommes, mais absolument nuit noire, parce que comme il est verrier, voilà, j'étais dans le noir. Puis j'ai vu le soleil se lever tous les matins. Et il y avait au fond, dans ce soleil qui se lève le matin, la même chose que dans l'acte créateur. C'est un rejouement. Tout se rejoue, tout se redonne. La vie se redonne. Moi, c'est ce que je vis vraiment dans cette lumière ici. C'est la vie se donne et l'acte créateur, c'est un don. Comme ça, c'est un don aux autres d'une image, d'une forme. L'artiste essaie de capturer la grâce et de la donner. Et moi, ici, ce que je vois, ce que je reçois justement sur cette lumière magique, j'ai absolument envie je la fais rentrer en moi. Elle me recrée littéralement et j'ai envie d'en redonner une partie. Alors, transformée en métal, en feuille d'or, voilà. On parlera des matières, de cette matière qu'il faut travailler, que ce soit le bronze, le bois, le verre, ces nouveaux matériaux que vous utilisez dans les bijoux. On le sent, Fleur Nabert, on le ressent encore plus profondément dans ces périodes. L'art est vital, l'art est indispensable à nos vies. Alors on parle de l'art qui fait du bien au cerveau, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, l'art fait du bien plutôt au cœur aussi. J'ai retrouvé récemment la phrase de Churchill quand on lui demande s'il faut réduire le budget de la culture pendant la guerre. Il répond « mais surtout pas, sinon pourquoi nous battons-nous » Évidemment, nous ne sommes pas que des estomacs sur pattes. Et même si, comme toutes les femmes de France, j'ai fait les courses avec du stress pendant tout le premier confinement pour être sûre que mes enfants aient ce qu'il fallait, etc. Nous ne sommes pas que ça et nous ne sommes pas que ces rayons de la grande distribution plus ou moins pillés. Nous sommes aussi beaucoup d'immatériel. Et il se trouve que l'art, c'est le moyen matériel de faire passer l'immatériel, tout simplement. Et c'est le seul à faire ça. C'est-à-dire, la plupart des autres moyens strictement matériels ont une finalité matérielle. L'art est un matériel à finalité immatérielle. Et donc c'est vital en ce moment. Alors l'art utilise quel chemin pour parvenir jusqu'au cœur, jusque dans ses profondeurs, jusqu'au tréfonds du cœur humain ? Pour moi, il utilise le chemin du sensible. C'est-à-dire que l'idée, l'objectif, c'est de créer une image qui va avoir une sorte de vibration non commune. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'objets autour de nous qui n'attirent pas particulièrement notre attention. L'objet d'art, la sculpture, la peinture, le bijou, la musique, doivent tout d'un coup nous arrêter dans notre course en nous montrant autre chose. Et cette beauté, elle est aussi dans la nature. Juste avant le second confinement, je suis partie à Toulon sur un chantier et je suis revenue le soir, vraiment ric-rac. Il y avait un coucher de soleil, mais totalement époustouflant dans ce train. Et j'étais la seule du wagon à le regarder. Et ça m'a fait très peur. Les autres avaient quoi ? Le nez plongé dans dans leur téléphone. Ça m'a fait très très peur parce que je me suis dit, mais peut-il y avoir de supérieur à la magnificence qui nous est donnée là, gratuitement ?
qu'y a-t-il de plus important ? Bon, peut-être un ou deux impératifs familiaux, certes. Pour tous les autres, non. C'était pas un email qui pouvait avoir l'ascendant sur ça. Je me suis levée, j'ai regardé. Personne ne regardait. Personne. Il n'y a pas eu cet effet de mimétisme, malheureusement. Non. Et l'art, c'est ça. L'art, c'est essayer de nous sortir de notre quotidien pour nous faire regarder plus haut, de nous concentrer aussi. Souvent, notre attention est partielle, elle n'est pas quintessentielle. Et l'art, c'est ça, c'est vraiment aller à la quintessence de l'être, à ce qui est aussi non périssable dans l'être. On parle toujours de denrées périssables, de commerce essentiel. Mais l'art est un commerce essentiel, réellement. C'est un commerce essentiel d'une denrée non périssable. À nouveau. La contemplation de l'artiste amène justement à la contemplation de celui qui va découvrir une œuvre d'art ou qui va se laisser justement prendre par elle. Et chez vous, Fleur, vous le redites souvent dans vos interviews, elle est importante cette contemplation, elle est vitale. Je pars du principe qu'on ne peut pas donner quelque chose si on est vide. Il faut être plein pour donner quelque chose, il faut se laisser remplir, le transformer à l'aune de ce qu'on est, de sa sensibilité. Et les artistes n'ont pas une sensibilité identique les uns et les autres. Je pense que d'une certaine façon, on cherche tous à rejoindre quelque chose d'assez universel, qui est l'âme humaine, mais le prisme de l'artiste va être différent de l'un à l'autre, évidemment. Mais oui, pour moi, il faut être... En fait, c'est une grande dialectique entre le plein et le vide. C'est-à-dire que, juste avant l'interview, je disais que moi, j'aimais vider mes bureaux pour pouvoir être sur cette page blanche. Donc moi, j'ai besoin de contempler énormément, de me laisser sidérer par la beauté. Mais après ça, quand je vais à l'œuvre, j'ai besoin d'avoir des bureaux absolument vides et immaculés pour pouvoir donner ce que j'ai reçu. Je ne peux pas le faire dans le désordre, je peux pas le faire. J'y mets aussi une telle concentration que voilà, j'ai besoin que même l'endroit où je travaille soit beau. Alors l'endroit personnel, là, en l'occurrence, chez Fleur Nabert, dans son atelier, et puis les endroits, parce qu'on pourrait citer quelques chantiers. Tout à l'heure, on parlait justement de cette dimension de chantier, presque d'œuvres monumentales, telles la sculpture, tels les aménagements de chœurs, de mobilier liturgique, et puis les bijoux. Quand on se trouve face à un chantier monumental, Fleur, quel état d'esprit ? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur et dans l'esprit à ce moment-là ? C'est assez merveilleux, j'avoue. C'est un exercice que j'aime énormément, c'est-à-dire que c'est un exercice de double vision. J'arrive dans un lieu, comme là, à Toulon, il y a 15 jours, comme dans plein d'autres endroits où je suis allée. On me propose un lieu, je le vois tel qu'il est, et là, tout l'exercice consiste à le voir tel qu'il sera. J'ai vraiment une sorte, depuis l'enfance, depuis que j'ai 15 ans, j'ai vraiment une sorte de capacité à avoir comme une sorte de diaporama, en fait, devant les yeux. Je dis ça parce que c'est vraiment comme ces diapos que je voyais mon père utiliser il y a longtemps maintenant. Littéralement, une image qui vient se plaquer par-dessus ce que je vois. Et toute l'excitation et la joie de faire ces transformations, c'est de se dire, voilà, le lieu aujourd'hui, il a telle faiblesse. Et évidemment, si on me fait venir, c'est qu'il y a des faiblesses. C'est-à-dire que c'est pas très joli, c'est un peu bancal, c'est pas homogène, c'est pas unifié. Donc ça demande un réaménagement. Une mise en valeur. Voilà, exactement. Et ça peut passer partout. Ça peut être une remise en peinture complète parce que c'est horrible. Une des basiliques que j'ai transformées, qui est la basilique de Saint-Avold, elle était vraiment épouvantable. Quand je suis arrivée, elle était grise et orange. Et aujourd'hui, elle est polychrome, avec un ciel étoilé. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc, il y a les faiblesses du lieu et il y a ses forces. Et vraiment, moi, je cherche les deux. C'est-à-dire qu'en gros, j'essaye pas du tout d'importer qui je suis dans chaque lieu. J'essaye de me mettre au service de chaque lieu. Et ça consiste à vraiment être un arbitre juste entre les forces et les faiblesses. Et dès que je repère une force dans un lieu, quelque chose, une architecture précédente, ça m'arrive souvent de garder des éléments du passé. Puis l'histoire est un palimpseste, donc on a différentes couches qui se succèdent. Je fais beaucoup de vitraux, donc vous imaginez, dans l'histoire du vitrail, on y est bien dans le palimpseste. Donc je prends ces forces et je m'allie à ses forces, et je vais en revanche être impitoyable sur les faiblesses. Les radiateurs en plein milieu du cœur, les choses épouvantables, tout ça, là je suis assez sévère, mais je m'allie aux forces pour que, in fine, la personne qui va rentrer là, dans ce nouveau lieu, soit portée vers quelque chose.
encore une fois, on est dans le matériel qui mène à l'immatériel, vraiment. Et là, c'est à l'échelle d'un lieu, c'est-à-dire que c'est tout votre corps qui est englobé. Quand on est dans un espace, dans un grand espace, dans une église, dans une basilique, évidemment encore plus, j'ai des corps humains qui viennent et à l'échelle de leur corps et qui ont au-dessus d'eux un immense corps, qui est le corps architectural. Je dois faire que le corps humain soit saisi par une émotion grâce au corps architectural. Qu'on se sente enveloppé et finalement qu'on reçoive cet esprit paisible et serein. Exactement. Et d'une certaine façon, en fait, en passant de la contrainte et forcée, de la sculpture et de l'aménagement au bijou, je suis passée de la macro-échelle à la micro-échelle. D'habitude, je m'occupe de la macrostructure dans laquelle l'être humain est accueilli. Et là, je suis passée dans une microstructure qu'on porte sur le cœur, qu'on porte sur soi. Mais le rapport est le même. C'est vraiment donner la sensation de quelque chose d'autre qui va plus loin que notre regard de surface. En fait, il faut vraiment passer sur la surface. Et c'est drôle parce que justement, l'œuvre d'art, c'est d'abord une surface. Donc, par le travail de la surface matérielle, je dois faire rentrer à l'intérieur. Exactement. Il faut plonger. Et les commanditaires dans tout ça, est-ce qu'ils ont aussi, ils font part de leurs contraintes évidemment, de leurs souhaits peut-être? Est-ce qu'il y a une lutte à un moment donné avec tout ça, Fleur, ou vous vous sentez finalement très libre? Alors j'avoue que j'ai toujours eu beaucoup de chance. Je n'ai eu que des commanditaires extrêmement intelligents, avec des questionnements justes, avec une confiance aussi qui me donnait. Je n'ai jamais eu de soucis, d'inquiétudes. Voilà, c'est toujours un travail. J'attends, moi, des commanditaires beaucoup qui m'expliquent leurs attentes. On est dans un terreau humain, en fait. Donc, j'attends qu'on m'explique ce qui se vit dans tel lieu, ce qu'ils ont envie d'en faire. Parce que souvent, quand on fait un réaménagement, ça donne lieu à de nouvelles choses. C'est pas toujours évident d'avoir ces éléments-là de prime abord. Je les ai toujours reçus très clairement. Moi, j'ai travaillé, je dis, à la Défense ou dans des chapelles du 15e, au fin fond de la Picardie. C'est pas tout à fait le même vécu. Mais j'ai toujours reçu très clairement ces explications et j'en fais un de mes vrais paramètres. Non, j'ai eu que des commanditaires super. Avec une belle reconnaissance, j'ai vu que vous aviez remporté le concours pour créer la statue du roi Saint-Louis sur la façade arrière de l'église Saint-Louis des Français à Rome. C'est extraordinaire, non ? Oui, ça c'est assez vertigineux. Quand on connaît Rome, quand on connaît Saint-Louis des Français, ce quartier ancien de Rome, c'est extraordinaire. J'ai reçu la nouvelle dans cet atelier même, un coup de fil l'été dernier. Et je pense que mes enfants jouaient sur la terrasse, étaient avec mon mari. Je pense que je suis sortie blanche comme un linge. J'ai du mal à articuler ma phrase. Mais oui, c'est un magnifique cadeau. C'était donc un concours organisé pour créer une statue de Saint-Louis. En effet, à Saint-Louis des Français. Alors ça aussi, ça prend un peu de plomb dans l'aile avec le Covid, comme tout un chacun. C'est-à-dire que pour l'instant, aller à Carrare, choisir la pierre, etc., tout ça, c'est pas forcément très simple. Travailler avec les monuments historiques italiens, bon, ça va se faire, mais voilà, ça va se faire en décalé. Ça prendra un peu plus de temps. Voilà, mais en effet, c'est absolument extraordinaire pour ce lieu-là, que moi j'ai découvert quand j'étais adolescente. Alors, je suis dans mes petits souliers. Puis pour un artiste, c'est vrai, un sculpteur comme vous êtes, Fleur, laisser une trace de son travail, une œuvre à Rome, parce que c'était pour tous les artistes, c'était un passage obligé, évidemment, Rome. Sans parler de la ville de la Médicis, mais même pour tout artiste du monde entier, être à Rome, y laisser son œuvre, c'est quand même presque une consécration. En tout cas, c'est un immense privilège et un immense honneur dont il faut se rendre digne. Maintenant, c'est surtout ça qui me soucie. Maintenant, il faut que je fasse un travail à la hauteur du don qui m'est fait. Après ça, j'ai gagné concours sur une maquette. Je n'ai pas gagné seulement sur mon nom. J'ai déjà travaillé à ce projet. Avoir pour voisin le Caravage, honnêtement... Ça n'arrive pas tous les jours. Pas vraiment. Non, c'est un très très beau projet que j'ai vraiment hâte de mettre en œuvre. Il faut toujours se rendre digne de ce qu'on fait, mais ça vaut à toutes les échelles. C'est-à-dire que c'est vrai évidemment à Rome, mais là c'est tellement presque caricatural entre guillemets, mais c'est toujours vrai. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petites commandes, et il faut à chaque fois donner son meilleur et à chaque fois tout redonner comme ce soleil qui se lève le matin. Donc évidemment Rome c'est massif, mais voilà, tous les projets sont chers à mon cœur, vraiment. Mais l'aménagement d'une petite chapelle aura autant de valeur? Absolument. Le geste doit rester aussi entier. Il faut se donner à ce qu'on fait. Il faut vraiment se donner. Donc
Il y a pas... Vous savez, mes œuvres sont comme des enfants, réellement. Et je serais incapable de dire lequel de mes enfants je préfère. Enfin, vous voyez, ce serait monstrueux. Donc, ce sont mes enfants. Mais quand vous disiez Rome, c'est quand même... Voilà, c'est la ville éternelle. Alors ça, moi, c'est une conscience que j'ai quand même de façon très aiguë. Parce que, mine de rien, je travaille dans un matériel qui n'a pas de corruption. Le bronze, aujourd'hui, n'a pas de corruption avant que la Terre ait une fin, si vous voulez. Donc, moi, ça fait quand même longtemps que j'ai ça dans la tête. Il ne faut pas rigoler quand on fait du bronze. Il faut vraiment choisir les signes qu'on veut laisser. Et c'est drôle parce que ça correspond à... Cette prise de conscience a correspondu pour moi à un vrai virage. Moi, j'ai commencé la sculpture très jeune. Après ça, j'ai fait une hypocagne à Henri IV. C'était très violent. Et donc, je pouvais moins travailler ma sculpture juste pendant ces 2 années-là. Mais quand je la travaillais, ça donnait des œuvres assez dures, assez souffrantes. Donc, j'avais fait toute une grande série de visages bibliques très tragiques. C'est un exutoire, quelque part. C'est toujours... Enfin, l'art, c'est le premier matériau de la création, c'est l'émotion intérieure. Donc évidemment, quand on est dans C'est l'émotion qui se libère. Oui, et puis c'est la matière première. L'émotion est la matière première. Mais c'est vrai que le bronze et sa durée m'ont fait vraiment réfléchir. Et qu'est-ce qu'on a envie de laisser sur Terre ? Et c'est la phrase de Montaigne, moi, qui me conduit. Il me dit, il faut semer des fleurs, et pas autre chose. Donc moi, j'ai vraiment fait le choix de passer sur des signes de lumière. On y revient toujours à cette fameuse lumière. J'ai vraiment fait ce choix-là. Mais donc, pour moi, la question de la durée elle est vraiment majeure, parce que quand vous faites un autel et un ambon dans une église, il y a de bonnes chances qu'il dure 300 ans. Donc voilà, moi, le temps de ce que je fais dépasse le temps de ma vie. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ça me permet aussi d'avoir d'une certaine façon un certain recul, comme en ce moment sur la cessation des messes et du culte chrétien. Parce qu'on parle d'un mois, mais voilà, moi, quand je réfléchis à ce qu'on va faire sur 300 ans, si vous voulez, le mois... Qu'est-ce qu'un mois dans l'éternité ? Alors, je ne prétends pas du tout toucher l'éternité, mais j'ai conscience qu'il faut absolument faire perdurer cet héritage. J'ai conscience que la foi est un choix. J'ai conscience que ce n'est pas un choix simple et qu'il faut la porter, qu'il faut la porter dans la mémoire, qu'il faut la porter pour les générations à venir. Mais voilà, un mois sur 300 ans, ça va aller. On dit souvent, parce que, à juste titre, évidemment, on parlera de spiritualité et on parle d'église, parce que vous faites ces aménagements liturgiques de lieux sacrés, vous créez pour ces lieux sacrés Fleur Nabert. Cette église, elle fait toujours appel, elle sait faire appel à des artistes. Oui, puisque justement, souvent mes commanditaires sont des prêtres, des congrégations religieuses. Oui, je crois que l'église sait toujours faire appel aux artistes, mais avec les moyens qui sont les siens aujourd'hui, c'est-à-dire des moyens limités. Mais oui, absolument, elle sait toujours faire appel aux artistes, complètement. Donc l'art sacré, ce qu'on pourrait appeler l'art sacré, a toujours de belles heures devant lui. Oui, je crois, et je ne suis pas seule de ma génération à m'y intéresser. Est-ce qu'il faut être absolument croyant, Fleur Nabert, pour ressentir la spiritualité qui est dans vos œuvres, qui insuffle vos œuvres ? Pas forcément. J'ai des personnes qui ont été rejoints par ce que je fais, sans forcément avoir la foi, mais ça éveille en eux quelque chose de l'âme, mais sans forcément être de la même religion. Mais l'âme est quand même universelle, quelle que soit la religion qu'on lui propose. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas de... Évidemment, quand on est chrétien, je pense qu'il y a un accès simplifié, mais on peut ne pas l'être et s'approcher de mes œuvres. Et quand on se met à créer des bijoux, justement, qui ont une grande portée spirituelle, parce qu'ils sont quand même inspirés et très liés à une grande figure de sainteté de l'Église, Sainte Thérèse de Lisieux. Alors ça, c'est un mélange. Alors, Sainte Thérèse de Lisieux, j'ai pas mal travaillé pour elle. Pour la petite histoire, je ne l'aimais pas du tout. Ah, trop fleur bleue. Beaucoup trop. Et en fait, un jour, j'ai inauguré un très grand bronze de plus de 3 mètres de haut au siège de la mutuelle Saint-Christophe. Et en dessous de ce bronze, il y avait un petit homme qui m'a dit « Ah, Fleur, il faut que vous veniez me voir. » Et c'est le recteur de Lisieux. Il m'a dit « Ah, venez, j'ai une petite chapelle, tout ça, Thérèse de Lisieux. » Et j'avoue que Thérèse de Lisieux, je suis allée à reculons, parce que pour moi, c'était le 19e, emballé dans un papier C'était rose. pas la grande Thérèse d'Avila. Non, et puis c'était pas ma sensibilité. Ça me semblait très mièvre. Et donc, pour pouvoir travailler, j'espère toujours avoir une sorte de légitimité dans ce que je fais, dans ce que je dis. Donc, il est hors de question de travailler sur un sujet sans le connaître.
Donc j'ai beaucoup travaillé sur Thérèse. Et là, j'ai découvert vraiment toute autre chose. Et j'ai travaillé pas mal pour elle, puisque j'ai fait une chapelle, la chapelle du Sourire, le cloître de la Miséricorde à la basilique de Lisieux. Et j'ai fait 2 reliquaires pour elle et ses parents. Un qui est aux États-Unis, à Philadelphie, et un qui est à la basilique de Saint-Avold. Et c'est vrai que quand j'ai fait les bijoux, ça a été le mix, en fait, entre ce compagnonnage, clairement, qu'elle a inséré dans ma vie, et mon amour des fleurs et ma main verte. Parce que j'ai beaucoup de rosiers et je me suis dit, au fond, trouver une façon de parler de Thérèse Lisieux avec une de ses images préférées, qui est celle des pétales de rose, qui tombent, qu'elle envoie en fait après sa mort comme des grâces, avec ces rosiers, moi qui m'émerveillent. Voilà, je suis amoureuse de ces fleurs sublimes, enfin qui s'offrent avec une grâce. Enfin, ça rejoint le Petit Prince aussi. Enfin voilà, ce sont des fleurs maîtresses, les roses. Et ben, j'ai fait le bridge, en fait, le pont entre les deux. Pour créer aussi des bijoux spirituels qui soient modernes, contemporains et féminins, parce que on est un peu fâché au fond dans l'Église avec la féminité, et on peut tout à fait être féminine, avoir la foi, avoir des symboles frais, jeunes, élégants, raffinés, enfin... Voilà, j'ai une grande passion pour la médaille miraculeuse qui m'est très chère, comme tout à chacun, mais il peut y avoir autre chose. On peut créer autre chose et surtout, on peut créer des nouveaux signes, en fait. Je crois qu'un des trésors doit être dans le renouvellement des signes de la foi sur une base commune. Ça m'arrive très souvent de travailler dans des croix, mais alors je vais les travailler avec des pétales de rose, avec des feuilles d'or. Parce qu'on est incarné, on est dans un monde contemporain, on est dans le monde qui est le nôtre. Exactement. Et moi, je suis une femme, une maman. Moderne. Et j'ai envie de porter des symboles qui me ressemblent, qui trahissent rien de ce en quoi je crois, enfin, qui soient pimpants, élégants, lumineux. Alors, j'ai fait aussi j'ai eu une marotte pendant le premier confinement, qui étaient les boucles d'oreilles. Alors, moi, j'adore les boucles d'oreilles. J'adore ça. Je me suis fait percer les oreilles à 30 ans, mais je me suis bien rattrapée depuis. et j'adore les boucles d'oreilles. Alors, trouver des boucles d'oreilles spirituelles, bon courage. Je pense que j'ai arpenté toutes les boutiques de sanctuaires de France et de Navarre. J'en ai pas trouvé une potable. Et donc, c'était une de mes marottes, vraiment, de me dire, j'ai envie de travailler des boucles d'oreilles qui a un fond spi et qui en même temps soit pas non plus, on va pas forcément se balader avec 2 croix aux oreilles, mais qui a une histoire, qui a un arrière-pays, qui a un fond, une saveur. Et donc notamment ça, c'est la collection Pétales de rose, où il y a des boucles d'oreilles qui pour moi sont spirituelles, mais tout en étant fines et puis un peu avec une approche peut-être plus en délicatesse, c'est-à-dire peut-être, je vais pas dire crypto-catho, mais avec quelque chose de moins in your face, comme disent les Anglais. Ce sont des bijoux qui demandent à être compris. C'est ça, ça permet de porter des choses qui soient discrète, mais qui pour autant est un tel éclat qu'on va sûrement vous poser la question. Et vous serez ravis de partager le sens de ces bijoux. Alors, c'est particulier aux boucles d'oreilles, évidemment. Mais oui, c'était ça, c'était ma grande passion. Et je continue cette veine-là, et moi, je les porte pour moi-même. Très souvent, d'ailleurs, en fait, dans les bijoux, les choses sont venues de mes propres envies, de mes propres façons de faire, tout comme j'ai essayé, par exemple, alors j'ai des œuvres, mes grandes œuvres sont chères, parce que je travaille avec des artisans extrêmement qualifiés, c'est des œuvres de grand format, bref, mes œuvres sont chères, cher, tout est relatif, mes œuvres sont toujours infiniment moins chères que ce que coûte le bâtiment et les rénovations dans les lieux que je fais, mais bref, c'est cher à la mesure d'une bourse individuelle. Et puis du matériau aussi, du matériau utilisé. Et pour les bijoux, je me suis dit, non. En fait, souvent, les gens aimeraient bien emmener quelque chose d'une chapelle. Enfin, c'est compliqué de donner un bout de chapelle. Et pour les bijoux, j'ai essayé de faire quelque chose d'abordable, où je me suis référée un peu à ce que moi, en tant que mère de famille, j'osais m'offrir ou pas m'offrir par rapport à ce que coûte la vie d'une famille. Bref, donc j'essaye de faire les choses avec pas mal de naturel, je crois. Même dans la façon dont je m'exprime sur mon site, j'explique comment je fais les choses. Enfin, il n'y a pas de posture. Je ne suis pas une Instagrammeuse tout à fait classique. Influenceuse, Instagrammeuse. Voilà, je fais les choses avec mon cœur. Et c'est ce que recherchent aussi les personnes. Et c'est ce qui explique aussi le succès immédiat pour vos bijoux, par exemple.
Peut-être. En tout cas, c'est sans détour. De façon instinctive, on ressent toute la patte, j'allais dire, humaine, émotionnelle, spirituelle qu'il y a derrière. Disons qu'en tout cas, j'essaie d'être très unifiée entre ce que je fais, ce que je dis et ce que je vis. Et ça, je crois que c'est réel. Enfin, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que entre ce que je dis de mon travail ou ce que je partage sur Instagram, il n'y a pas de différence entre ce que je vis au quotidien. Voilà. Ceux qui me connaissent vraiment m'y reconnaissent sans ombre, sans filtre, justement, ces fameux filtres. On a parlé tout à l'heure d'un déplacement à Toulon. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers en cours, enfin de prévus? Oui, bien sûr, j'ai plein de chantiers en cours. Du côté de l'Est, là, j'ai vu quelque part. J'ai des chantiers, en effet, dans l'Est. Ils sont écrits à la craie sur mes vitres. Sur les vitres. Puisque j'ose... en transparence. C'est très pratique. Je me sers de mes vitres pour écrire. Next. Voilà, exactement. Le workflow. Alors, j'ai des déformations d'anglicisme parce que j'ai quand même... je travaille pas mal avec les États-Unis. Donc, j'ai là un projet que j'espère finir même d'ici Noël, même en espérant pouvoir l'installer d'ici Noël, qui est un projet de mobilier liturgique dans une église au pied des stations de ski, au pied d'Avoriaz, où il y a un orgue absolument extraordinaire, un orgue contemporain qui est blanc et or, qui est absolument sublime, qui par ailleurs est un instrument merveilleux d'un point de vue musical. Enfin voilà, il a tout pour lui, quoi. L'esthétique, la technique, enfin tout. Et je fais un mobilier en bois et feuilles d'or qui va avec ça. Donc j'espère installer avant Noël. Donc j'ai des projets dans l'Est, j'ai des projets de vitraux. Je voudrais aussi travailler des projets d'icônes de verre. Il y en a une là, dans mon atelier. J'ai une grande passion pour le verre thermoformé. J'ai fait pas mal de créations de verre thermoformé à l'abbaye de Bellefontaine, à la basilique de Saint-Avold, à la chapelle de l'Agneau, à Gare de Lyon. Le verre thermoformé, c'est une très belle technique que je travaille avec les ateliers Loire. C'est-à-dire, en gros, je travaille sur des fonds de four en plâtre, très très grands, 3 mètres par 2. Voilà. Le plâtre est complètement aplati pour faire comme une page blanche. Alors, il se trouve, c'est comme de la farine, c'est ultra sensible. Et moi, je sculpte en fait dans ce plâtre. Et on vient poser au-dessus, sans que ça touche, évidemment, ça écraserait tout. On vient poser du verre qui, très doucement, pendant 24 heures, à plus de 1000 degrés, va se lever en fait dans la trace de plâtre que je laisse. Il va faire un verre thermoformé, c'est-à-dire qui est formé par la chaleur. Et il va épouser une certaine forme. Exactement. Et ça fait des vitraux en plus on arrive à travailler avec quasiment pas de plomb, enfin d'un seul tenant. Ça fait des vitraux contemporains absolument extraordinaires. Et que là j'ai envie aussi, pareil dans le même principe, de pouvoir donner ces grandes œuvres à l'échelle individuelle. J'ai envie de travailler ces icônes de verre parce que moi j'en ai fait une pour moi qui m'est très chère et voilà. Toujours cette envie aussi de partager. Exactement. Et je me dis au fond que je suis une âme tout à fait comme les autres et que si quelque chose m'émeut, il y a de bonnes chances statistiques pour que ça émeuve d'autres âmes. Alors, qu'est-ce qui pourrait encore émouvoir, Fleur? C'est vrai que j'allais dire ouvrir la fenêtre, mais on a l'impression d'être... Alors, c'est tout ouvert, là. D'être à l'intérieur comme à l'extérieur, avec ce ciel extraordinaire au-dessus de nos têtes. Mais ce ciel, il existe pour tout le monde et tous les jours. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai la chance de pouvoir le voir, parce que, donc, tout simplement, comme je suis sur le toit, au-dessus de ma tête, il y a du ciel, mais vraiment, levons les yeux, regardons la lumière. Ce matin, je suis allée porter ma petite à la crèche. Cet effort de lever la tête. Oui, absolument, et de regarder et de prendre ce qui est donné. Ce matin, sur le chemin de la crèche, il y avait une lumière dans la frondaison des arbres qui était roux. C'est une lumière extraordinaire, et il y a une dame devant moi qui probablement revenait de la crèche dans l'autre sens et qui a fait une photo de ça, mais bien sûr, et j'ai ri intérieurement en disant mais comme je la comprends. Et cette beauté, elle est donnée. Elle nous est donnée à tous, sans exception. Donc, il faut juste savoir la prendre, même si c'est en se baladant un tout petit peu... en ce moment, se balader, voilà, c'est limité. Mais même en 1 heure, on peut voir des belles choses. Et c'est regarder. Même de sa fenêtre, Fleur. Même de sa en fenêtre, ouvrant sa fenêtre, normalement, à peu près, j'espère pour tout le monde, enfin, pour une bonne partie de ceux qui nous écoutent, déjà observer ce qu'on peut voir de sa fenêtre. Mais et savoir regarder et savoir prendre. La lumière a été très belle la semaine dernière et parfois j'écrivais. Alors c'était vraiment pas du tout lyrique. J'écrivais des choses sur ma to-do list. Enfin, voilà, ça fait rêver personne. Et il y avait un rayon qui tapait sur le papier et le stylo qui glissait sur la feuille et je trouvais ça sublime.
Et c'était une to-do list de tas de choses plus ou moins drôles à faire, si vous voulez. Donc, a priori, il n'y avait pas de grand lyrisme dans cet instant-là. Donc, sachons vraiment regarder, sachons prendre, sachons boire le monde. Des petits cadeaux qui émerveillent le quotidien. Et puis, ce second confinement, je trouve qu'il nous donne quand même conscience que la vie n'est pas un acquis, un dû. Donc, voilà, sachons juste être attentifs. Il y a beaucoup de belles choses à voir. Pour terminer, Fleur, on arrive à une période... qui nous est chère à tous d'une manière ou d'une autre, qui vous est chère, celle de Noël, avec cette lumière, particulièrement à Noël. Cette lumière, vous voudriez qu'elle touche qui ? Qu'elle arrive jusqu'à quel cœur ? Alors, tous, je pense que c'est la lumière de Noël, je pense qu'il faut la donner au plus grand nombre. Je pense d'ailleurs que c'est celle qui est le plus propre à émouvoir le plus largement. Mais pour ça, je pense que pour que Noël puisse être émouvant, au-delà de la fête, des cadeaux, de cette célébration de l'amour qu'on a pour les uns pour les autres, parce que les cadeaux, c'est quand même ça, c'est vouloir dire aux autres qu'on les aime. Alors, il ne faut pas rester centré que sur les cadeaux, mais c'est se pencher sur la crèche, la vraie crèche, c'est-à-dire que pas seulement la crèche de Santon, que moi j'aime beaucoup, dont la tradition m'a été transmise par mon père, mais la vraie crèche, c'est-à-dire d'un enfant qui va devenir le Christ et qui va dire des paroles uniques au monde tout de même, et qui s'est fait tout petit et impuissant, et notamment pour tous les parents qui savent ce que c'est d'avoir ce nourrisson si petit, si fragile. Enfin, je veux dire, on l'abandonne 1 heure et sa vie est en danger. Enfin, même à moins d'1 heure. Et voilà, je pense que c'est ça Noël vraiment. C'est regarder l'infiniment amour qui se fait plus que fragile. Et ça, je pense que c'est propre à éveiller et à attendrir tous les cœurs. Merci beaucoup, Fleur. Merci, Sophie. Merci beaucoup à mon invité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du podcast ouvronslafenêtre.fr. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'attends vos commentaires et vos suggestions. N'hésitez pas, surtout, ça me permet de progresser. Et puis ça me donne des idées aussi d'autres invités. Et puis d'autres aussi viennent me trouver et se proposent. Donc voilà, le cercle s'élargit. Ouvrons la fenêtre, vous le savez, c'est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Sans les auditeurs, ce podcast ne serait rien. Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast. Alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi Apple Podcast, parce que c'est la seule plateforme de podcast qui permet d'améliorer le référencement et donc que ce podcast soit mieux connu et remonte dans les résultats de recherche. Voilà, vous savez tout. Merci à tous. Vous pouvez aussi contribuer financièrement via la cagnotte Tipeee en laissant quelques pourboires sur les épisodes qui vous plaisent le plus. Alors merci vraiment de votre fidélité et de votre confiance. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et surtout en cette période, portez-vous bien.